Bonjour et bienvenue à cette autre édition de la balado-diffusion qui fait le tour des 5 décennies qu'ont occupé les Saguenay-Chicoutimi au sein de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Bienvenue à Bleu Sags. Aujourd'hui, la décennie des années 80, faste en émotion et en succès aussi du côté des Saguenayens. Et pour mettre la table, comme on l'a fait précédemment, on va aller rejoindre notre collaborateur au Soleil et chez Nouveau également, historien passionné de la Ligue de hockey junior majeure du Québec et des Saguenay-Chicoutimi. Je vous présente Michael Lalancette. Salut, Michael. Salut, Marc. Écoute, bien content que tu te joignes à nous à nouveau. Tu nous avais fait un tour d'horizon de la Ligue de hockey junior majeure du Québec telle qu'elle était dans les années 70, depuis l'entrée des Saguenayens en 73. On passe à une autre décennie. On tourne la page du calendrier. Les années 80 ont véritablement lancé la concession des Saguenayens telle qu'on la connaît aujourd'hui. Oui, exactement. Les Saguenayens avaient commencé à émerger à la fin des années 70, puis les années 80, ça a été une grande décennie pour les Sags. Ils ont d'abord commencé à faire des carrés d'as et après ça a été les finales, 1985, 1987. Alors, on s'approchait du but ultime chez les Saguenayens, la Coupe du Président. Il y avait des transactions. Alors, les Sags occupaient un rôle de plus en plus marqué sur le marché des joueurs, des transactions pour aller chercher des joueurs, justement. Et cette décennie-là a permis justement aux Saguenayens de s'établir comme l'une des bonnes équipes dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Bien entendu, plusieurs joueurs d'attaque, plusieurs joueurs de défense. On avait dit dans la dernière diffusion que les années 70, ils se marquaient des buts à la pochetée. C'est dans les années 80 qu'il s'en est marqué plus chez les Saguenayens. Oui, ça en est marqué énormément. On va parler amplement dans notre balado des gardiens de but. Bon, d'accord, mon jupon dépasse, mais c'est important de parler des joueurs d'attaque et des défenseurs aussi. Des records individuels, des joueurs qui ont percé dans la Ligue nationale de hockey. Il y en a eu plusieurs dans les années 80 chez les Sags. Oui, absolument. Et c'était une nouvelle vague de voir des défenseurs peut-être à caractère offensif qui transportent la rondelle. Alors, Gilbert Delorme au tournant des années 80, Jean-Marc Richard qui donc a marqué l'histoire des Saguenay-Chicoutimi aussi. En attaque, bien entendu, Patrice Tremblay, Marc Fortier, il y a plusieurs noms de talent chez les Saguenayens dans leur histoire dans les années 80. Ce que j'aime de tout ça, c'est qu'il y a des marques qui sont restées, même aujourd'hui, alors des records qui tiennent toujours dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Celui de Marc Fortier, du point de vue de la LHJMQ, 37 matchs de suite avec une passe pour un joueur. C'est un record qui est toujours actif dans la Ligue, avec 7 passes dans un match dans les séries éliminatoires. Jean-Marc Richard, 10 points dans un match. Ça tient toujours pour un défenseur. Gilbert Delorme, 4 buts dans un match en série. Alors, ça veut dire que les Sags, ils ont été bons dans les années 80 parce que leurs records, ils ont tenu le coup dans l'histoire de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. On peut ajouter Patrick Aymon, Stéphane Morin qui a terminé premier marqueur de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Le titre de joueur étudiant pour Patrice Tremblay aussi. Il sera notre invité d'ailleurs dans quelques instants. Alors, on sera en mesure de lui en parler. Et bon, parlons-en maintenant des gardiens parce que c'est le début. Ce sont les premières lignes de cette grande histoire de portier à Chicoutimi qui commence à s'inscrire dans les années 80. Oui, et c'est moi qui ai tenu mon bout pour qu'on parle de gardien de but dans ce segment-là. Marc, je le reconnais, parce que ça a été central. Je parlais des 2 finales de 85 et de 87. Ça a été vraiment important pour les Sags. Ça a commencé avec des gardiens de but. D'abord, Daniel Berthiaume, un bon gardien de but qui était agile, qui était vif comme le chat, et Jimmy Waite, qui a mis la barre très élevée pour la fin des années 80. C'est sûr que ça a lancé également la tradition des gardiens de but des années 90, mais il s'est passé quelque chose dans les années 80. Les Sags ont commencé à réaliser que c'était payant d'avoir un bon gardien devant le filet. Les 2 noms que je viens de te nommer, évidemment, ils suivaient Richard Gay qui était là dans les années 70, mais ce qu'ils ont fait, ces gardiens-là, c'est qu'ils ont donné le ton, ils ont donné du rythme à leur équipe, mais ils se marquaient aussi beaucoup de buts, il faut le reconnaître, là, parce que les noms qu'on vient de mentionner, il y avait beaucoup de talent là-dedans et c'était des joueurs qui étaient justement, qui permettaient aux Saguenayens de s'approcher de la victoire. Alors, pas de Coupe du Président dans les années 80, mais la table était mise. Il restait juste à prendre les ustensiles et à manger dans les années 90. Bien, ces grands chefs-là qui ont préparé le repas pour que ceux des années 90 s'amusent vont être mes invités dans quelques instants. Michael, écoute, Grant Fuhr s'est rempli les poches de bagues de la Coupe Stanley en faisant quelques arrêts, puis son équipe qui en inscrivait 8 ou 9. Fait que c'est pas grave. Le travail d'un gardien n'a pas changé. Cette philosophie est toujours là. Michael, c'est un grand plaisir. Merci d'avoir mis la table pour la suite de l'émission. Merci. Allons immédiatement les rejoindre d'ailleurs, ces invités pour la décennie
80 de l'histoire des Saguenayens à l'émission Bleu Sags. Vous les avez reconnus. À côté de moi, Gilbert Delorme, défenseur à caractère offensif qui est avec les Sags de 78 à 81. Salut Gilbert. Salut Marc. Ça va bien? Patrice Tremblay, oui, ça va très bien, merci. Patrice Tremblay qui dit lui-même qu'il est la recrue de nos 3 vétérans autour de la table, mais j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être des informations à nous divulguer. Patrice Tremblay, salut Pat. Oui, bonjour, ça va? Oui, ça va super bien, merci. Et finalement, Marc Fortier, écoute, je l'ai dit souvent cette statistique-là parce qu'on a la difficulté à concevoir que 22 points d'avance pour remporter un championnat des marqueurs, c'est possible. C'est pourtant ce que Marc Fortier a fait dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avant de connaître une longue carrière chez les pros. Marc Fortier est toujours impliqué dans le monde du hockey. Salut Marc. Salut. Messieurs, merci beaucoup d'être là. Puis si vous le voulez bien, on va lancer la discussion tout de suite parce que j'ai l'impression que j'ai tellement d'informations, mais que vous en avez tellement à me dire surtout. Puis je vais commencer avec Gilbert. Gilbert, tu étais là au tout début des années 80. En fait, tu as même terminé la décennie des années 70. Je ne veux pas te vieillir non plus. Ouais. Mais c'est ça. Gilbert, c'est ça, mais je le fais quand même. Gilbert, tu as été un défenseur à caractère offensif. Est-ce que ça fitait avec la philosophie d'un entraîneur qui était de la vieille école comme Orval Tessier? Bien, Orval, oui, tu l'as dit, c'est un entraîneur de la vieille école. Puis moi, c'est un monsieur que, tu sais, il était dur, mais il était juste. Tu sais, si tu en donnais, il t'en donnait. Puis moi, j'aime ça. Puis de te faire dire les choses directement, j'ai jamais eu de problème avec ça. Puis Orval Tessier, honnêtement, il était dur. Mais honnêtement, Marc, il m'a donné de la glace. Il m'a fait confiance. Écoute, il m'a utilisé dans toutes les facettes du jeu et tout ça. Puis c'est rien de mieux pour te développer. Là. Tu te fais lancer dans le bain à 15 ans. Moi, je suis arrivé à Chicoutimi à 15 ans. Puis, tu joues des 20, 25, 30 minutes par match des fois, parce que souvent, on joue à 4 défenseurs et tout ça. Puis, écoute, c'est de même que tu prends de l'expérience. C'est de même que tu te développes. Puis, ça a bien été. 2 ans avec Orval. Écoute, on avait une équipe correcte, là, ma première saison. Petite anecdote, il faut que je vous compte, les gars, j'ai mangé la pire volée, là, pas au point, là, mais au point de vue plus et moins. Là, à 15 ans, Marc, on s'en va jouer une game à Trois-Rivières, puis on s'est fait planter 19-0. Puis j'ai commencé le match. Ouais, écoutez bien celle-là. Là, j'ai commencé la game, j'étais plus 11 overall dans la saison. J'ai fini le match, j'étais moins 2 overall dans la saison. Fait que j'ai fini la game à moins 13. À 15 ans. Avec 15 ans, fait que quand tu dis que tu apprends à l'azur, des fois, là, c'est ça. Mais écoute, ça a bien été par la suite. Ma deuxième saison, on avait tout un club. Les Guy Carbonneau, Gilles Lamel, Normand Léveillé, Luc Dufour était là. On marquait des buts à profusion. Ça a bien été. Puis, écoute, il n'y a rien que du bon à dire sur les Saguenayens. C'est 3 années merveilleuses que j'ai passées là. C'est extraordinaire. Extraordinaire, vraiment, là. Il y a eu des années qui ont été légèrement plus difficiles par la suite pour les Sags, mais ils sont arrivés des grands joueurs vedettes ensuite. Puis je veux passer tout de suite à Patrice. Les années 85 à 89, de ton côté, toi, tu as terminé la décennie en question. Je veux aussi revenir puis parler des entraîneurs parce que c'est un peu le premier sujet que je voulais aborder. Il y a eu un passage après Orval Tessier. On a complètement changé de philosophie. On était avec Michel Morin, un universitaire qui était là, qui a changé la philosophie un peu. De ton côté, Patrice, toi, tu as terminé la décennie avec Gaston Drapeau, qui a été un grand entraîneur de l'histoire des Saguenayens de Chicoutimi. Comment s'est fait cette transition-là? Parce que tu l'as vécu, Patrice, quand tu étais là. Ouais, je l'ai vécu en commençant avec Mario Bazinet. C'est Mario Bazinet qui était là ma première année. Une équipe remplie de vétérans, je veux dire, ça n'a pas tout à fait fonctionné comme il avait planifié, je pense. Puis au milieu de l'année, je pense qu'il s'est fait virer à ce moment-là. Mais avec la venue, puis Pierre Sévigny a pris le relais pour finir la saison. Mais la venue de Gaston, je pense, a ouvert beaucoup de portes à des plus jeunes. Puis on avait Marc comme joueur de 20 ans, on avait Jean-Marc Richard comme joueur de 20 ans, on avait Denis Desbiens aussi, je pense, qui était là dans les buts comme joueur de 20 ans. Donc on avait du potentiel à pas mal toutes les positions à cette année-là. Puis je veux dire, la première année de Gaston, c'est une année qu'on s'est rendu en finale, qu'on a perdu contre Longueuil dans les séries. Donc, ça avait été une bonne saison, c'est sûr. Oui, ça a été la deuxième finale des années 80 et une des vedettes de la première finale des années 80 s'appelait Marc Fortier. Marc, tu étais là, toi, en 85, la première fois que vous avez atteint une finale qui a peut-être été controversée, on y reviendra, mais Pat vient d'en parler. Mario Bazinet, entre Gaston Drapeau et Orval Tessier. Les années 80, ça a été fort en émotion au niveau des entraîneurs chez Saguenay-Chicoutimi.
Mario Bazinet, il y aurait des bonnes Ouais. histoires, d'après moi, à raconter sur lui. Oui, c'est sûr que Mario, je l'ai eu 2 ans, moi, à ma troisième saison. Il ne faut pas oublier qu'à ma première saison, moi, quand je suis avec les Sags, j'ai eu Michel Parizeau comme entraîneur. Il avait fait une saison. Ensuite, Mario est arrivé. Et puis, à notre deuxième année, honnêtement, là, c'est une saison qu'on l'a échappé un petit peu. On avait, je pense, la meilleure équipe. On avait une équipe pas aller loin. On avait été chercher Stéphane Richer dans une transaction de Grimby. Alors, avec les Patémon, Daniel Berthiaume dans les buts, Stéphane qui était arrivé. On avait vraiment l'équipe pour aller jusqu'au bout. Et puis, en finale, on avait joué contre le junior de Verdun et Claude Lemieux, qui avait été exceptionnel. Claude avait été le joueur des séries qui nous avait éliminés. Ça s'était passé, comme tu disais, un petit peu dans la controverse. Le Canadien, on a Stéphane Richer qui appartient au Canadien, Claude Lemieux qui appartient au Canadien, Molson est dans le décor. Le Canadien parle de rappeler peut-être Stéphane Richer avec la grande équipe pour nous empêcher de l'avoir avec nous dans les séries qui permettrait à Verdun de peut-être avoir un avantage à ce moment-là pour aller jusqu'au bout. Alors, est venu la menace de boycott des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont menacé de boycotter les produits Molson si jamais le Canadien décidait de rappeler Stéphane. Ça avait fait toute une histoire et finalement, il avait décidé de nous le laisser à Chicoutimi. Je crois que ça avait été une question marketing plus que hockey. Mais finalement, on avait quand même passé à côté. Malheureusement, on n'avait pas réussi à se rendre jusqu'à la Coupe Memorial. Quand on met tout ça en perspective, c'était les années de la guerre des brasseries au Québec. Puis écoute, Marc Fortier, c'est pas le dernier épisode auquel tu vas participer. Puis on va s'en reparler un petit peu plus tard si tu le veux bien. D'après moi, tu me vois venir. Mais là, vous avez mis la table. Écoute, c'est comme si je vous ai pas informé, mais c'est comme si vous connaissiez mes sujets à l'avance. Là, vous avez parlé des parcours en série parce que c'est là, dans les années 80, où les Sags connaissent leur premier succès. Mais aussi, la première fois qu'on a le cœur brisé, les partisans des Sags, parce que Gilbert était là lorsque vous avez perdu en 7 en demi-finale contre Trois-Rivières, les Draveurs qui semblaient avoir le numéro des Sags au début fin des années 70, début des années 80. C'était la première chance de se rendre dans le carré d'as, puis au match numéro 7 que vous inclinez contre Trois-Rivières. Comment vous aviez vécu là, cette série-là? Parce que de tout ce que j'ai lu, entendu et vu et su, c'est une série qui était quand même haute en émotion. Vous êtes passé tellement près. Ah, absolument. Écoute, ça allait d'un bord et l'autre. Écoute, je me rappelle le match numéro, je pense le match numéro 3. On avait battu les Draveurs à la maison. Puis là, on vient à Chicoutimi. On pensait de prendre les devants 3-1 dans la série. Ils nous avaient battus. On était retourné à Trois-Rivières, venait à Chicoutimi. Puis on retourne à Trois-Rivières pour le match numéro 7. Puis c'était serré. Puis je me rappelle lors du dernier match, on avait gagné un match en prolongation. Je pense le match numéro 5, je pense. Lors du dernier match, on perdait par un assez gros score, puis on était revenu, je te dirais peut-être un 5-2, puis là, je pense qu'on avait mis ça 5-4. Finalement, les Draveurs, je pense qu'ils avaient remporté le match 6-4 avec un filet désert, peut-être 2 filets déserts, là, mais on avait tout donné, mais il faut pas oublier, Marc, que l'année précédente, on avait éliminé les Draveurs en 7 aussi, les Saguenay-Chicoutimi en 79-80. On les avait éliminés. Il y avait Jean-François Sauvé qui jouait là et tout ça. Puis, on avait un bon club. On les avait éliminés en 7. Et l'année suivante, il y avait... tu sais, tu as parlé de Michel Morin tout à l'heure. Puis, Michel Morin, c'est ça, exactement. Il avait échangé Alain Lemieux. Il avait échangé Rémi Gagné au Draveurs de Trois-Rivières en début de saison. Tu as parlé de changement de philosophie un petit peu. Et, moi, je pense que si on avait eu ces deux gars-là dans notre alignement, ça aurait fait une grosse différence parce qu'Alain, c'est un gars qui était très, très talentueux. Peut-être pas comme Mario, mais il était très talentueux. Puis Rémi Gagné, c'est un gars qui a été repêché pour le Canadien. Il a joué dans la Ligue américaine. Puis c'est un gars qui ne donnait pas sa place au niveau robustesse. Puis quand on allait jouer dans la petite aréna à Trois-Rivières, c'était important. Puis on ne l'avait pas. Fait que, écoute, ça a été bien. Ça a été une bonne série. Malheureusement, on a manqué par un match de participer à la finale, mais c'est des choses qui arrivent. Je veux passer aux autres participations en finale. Vous en avez parlé tous les deux. 84-85, la finale contre le Canadien junior. Bon, ça s'est peut-être pas super bien passé en 4. Contre Longueuil en 87, on était proche du côté des Saguenay de remporter une première Coupe du Président. Ça s'est terminé contre Longueuil. Ça a été des séries qui ont été assez impressionnantes. Ça a été des saisons qui ont été impressionnantes. Pour vous autres également, Patrice et Marc en 87, la saison 86-87.
Qu'est-ce que vous vous souvenez de ce parcours en série-là, puis de comment tout ça s'est terminé, les succès que vous avez connus aussi, peut-être en commençant avec Patrice? Ça avait été un peu bizarre parce qu'il y avait, je pense que c'était l'année des Ron Robbins. On avait commencé avec un Ron Robin. Il y avait Shawinigan, il y avait Granby, il y avait nous. Et je me souviens pas quelle autre équipe. Et Shawi. Donc, ces équipes-là, on jouait contre chacun. Le format était vraiment différent. Donc, c'était quelque chose qu'on n'était pas vraiment habitué. Mais on avait réussi à sortir Granby parce que Granby avait une équipe là, avec Pierre Turgeon, Stéphane Quintal, Éric Desjardins. Il y avait vraiment des joueurs, beaucoup de joueurs de talent. Puis on était un peu les underdogs à ce moment-là. Là. On n'était pas vraiment les favoris pour passer, pour sortir du round robin. Puis finalement, c'est nous et Shawinigan qui avaient sorti. Et puis les deux pour s'en aller genre de demi-finale. Puis on avait gagné contre Shawinigan. On s'est retrouvés en finale contre Longueuil. Malheureusement, ça ne s'est pas fini comme on aurait aimé, mais on avait fait un beau parcours. On est allé chercher Daniel Marois aussi à un moment donné avec Gaston avait fait un échange. Puis offensivement, Daniel nous avait aidés. Donc ça avait pu faire une différence. Moi, ce que je veux dire avant de continuer, je suis le jeune, je suis la recrue qui est presque avec les deux autres. Et puis, en étant à Chicoutimi, avant même de porter le chandail des Saguenayens, j'ai eu l'occasion de voir jouer ces deux joueurs-là qui sont avec moi. Donc, c'est quelque chose de spécial. Puis, je voulais souligner ça avant de... Pas si jeune que ça quand même. Wow. Puis vous n'êtes pas si vieux que ça non plus, mais j'ai eu la chance de voir jouer les Sags dans les années 70 avec mon cousin Claude Bouchard. On avait une ride. Il y avait une fille qui était journaliste. Je ne me souviens pas de son nom. Puis elle nous amenait toutes les deux, moi et mon cousin, puis on allait au match, puis on en a vu beaucoup. Donc, je voulais souligner ça quand même. Ouais, puis cette année-là, tu as été coéquipier d'un gars qui a eu 201 points en saison régulière. Marc, 51 points en série. C'est quand même assez impressionnant, Marc Fortier. Ouais, 51 points en 19 matchs. Marc a réussi à faire ça. 19 games? Aïe, aïe. En 19 games de série, 51 matchs, parce qu'il y avait le round robin, justement, où Shawinigan avait tout gagné. Les Sags, ils avaient battu par la suite. Mais Marc, est-ce que la défaite contre Longueuil à ta dernière année, puis je comprends que tu as eu une longue carrière après, mais celle-là, est-ce qu'elle a fait mal? Parce que je sais que tu es un compétiteur assez fier de la manquer ce coup-là après avoir perdu une finale, après avoir perdu en 9 matchs. Oui, il y avait des 5 de 9 contre Drummond. Là, de perdre la finale la dernière année, ça a-tu fait mal un peu, Marc, par exemple, ça? Ben, c'est sûr que c'était décevant parce que, j'avais plus de chance après ça. Là, hein. J'étais dans ma dernière saison junior, joueur de 20 ans. Alors, j'avais plus d'opportunité de pouvoir me rendre jusqu'au bout. Mais l'affaire que je retiens le plus de cette saison-là, c'était la première saison que Gaston Drapeau est arrivé. Saguenayen. Moi, à 19 ans, après cette année-là, avant cette année-là, j'étais allé au camp d'entraînement des Sables de Buffalo. Alors, moi, j'étais à Buffalo. Jean-Marc Richard était en Europe dans un camp d'entraînement là-bas pour essayer de faire une carrière là-bas. Puis Gaston voulait vraiment nous avoir avec l'équipe. Alors, moi, à ce moment-là, j'avais eu un bon camp avec les Sables. C'était Scotty Bowman qui était le directeur gérant. On m'offrait un contrat avec Rochester, un contrat two-way, si vous voulez. Alors, il m'offrait la possibilité de rester là-bas. Jean-Marc avait la possibilité de rester en Europe. Gaston, il a vraiment tout fait pour nous ramener à Chicoutimi. Et puis, après mûre réflexion, là, moi, j'avais pris la décision, juste correct, j'embarque dans ce que Gaston nous proposait. Jean-Marc a pris cette décision-là. Alors, moi, j'étais arrivé justement en cours de saison. Je pense qu'on avait 7 games de jouer parce qu'on avait joué 65 sur 72. Alors, on avait déjà, la saison était commencée. J'étais arrivé avec les Sags. Je me souviendrai toujours, j'ai encore des articles de ça, où Marc Lachapelle mettait les Saguenayens derniers au classement selon l'évaluation qu'il y avait. Alors, on avait quand même fini 4e. On avait des experts. Tout le monde nous voyait éliminés au début des séries, qu'on ne se rendrait pas loin. Puis comme Patrice l'expliquait, c'était un peu un round-robin qu'on jouait. Alors, il fallait passer le premier round-robin. Puis nous, on avait perdu nos 2 premiers matchs contre Drummondville, je me souviens bien. Et puis là, on s'en allait le match numéro 3 à Granby. On jouait un home and home avec Granby, mais Granby, c'est la meilleure équipe de la Ligue. Alors,
On est déjà 0-2. On s'en va à Granby. Gaston me l'avait compté. Il était avec Népé assis en avant à l'autobus. Puis là, les deux faisaient la rétrospective de la saison. Écoute, Gaston, Népé disait « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne peut pas en faire plus que ça. On a vraiment pressé le citron au maximum. Et puis, on s'en va à l'abattoir, mais c'est pas grave, il faut être fier. Essayons de trouver une façon de motiver les gars malgré le fait que ça sera à mission impossible, justement, avec les Pierre Turgeon, Desjardins, Everton Sanipas et compagnie. Alors, on s'en va là, et puis on arrive, et puis je pense que c'était 6-1 pour nous après la première. On a gagné 7-2. On avait scoré 6 buts. Out of nowhere, on avait joué tout un match de hockey. Alors là, ça avait un peu fait comme « Oups, qu'est-ce qui se passe là à Granby? » Alors, ça avait rallumé la flamme un petit peu. On retourne à la maison ensuite de ça pour le deuxième match contre les Bisons. On arrive en 3e prolongation. Patrice le but de 3e prolongation. Là, c'est reparti. Ensuite de ça, là, on est embarqué dans une bonne séquence et puis on a réussi à passer on a éliminé Granby par le fait même. On s'est retrouvé contre Shawinigan qui était bien en dessous aussi avec les Stéphane Lebeau, avec les Patrice Lefebvre et compagnie. On les avait battus en 6. Je me souviens d'un match qu'il était embarqué sur la glace avant le match à Chicoutimi. Il faisait semblant de swinger une swing de golf comme s'il voulait dire que il était déjà comme battu. Il essayait de jouer dans notre mental. Il y a un match, je pense qu'on les avait battus 11-0 dans les qualifications. Finalement, on les a éliminés en 6. Mais on avait battu les experts match après match, autant en saison régulière qu'en séries éliminatoires. Mais malheureusement, arrivé en finale, on avait joué contre une très bonne équipe Longueuil à maturité. Et puis, on avait manqué de jus. Mais quand même, si on regarde la saison dans l'ensemble, ça avait été une saison extraordinaire. Une équipe sur papier qui n'était pas supposée de se rendre où on s'est rendu. Et puis, même qu'on avait un Jimmy Wade dans les buts. Et puis, moins bien en début de série, Gaston avait décidé d'envoyer Denis Desbiens, qui arrivait un peu out of nowhere, comme on dit. Puis Denis avait été sensationnel. Il avait gaulé d'une façon magistrale. Alors, c'est tous des éléments comme ça qui ont fait que la Chine allait. Et puis, les vétérans, on avait tiré, les jeunes sans expérience avaient poussé. Puis ça avait donné le résultat qu'on a eu. Mais je veux dire, la différence dans ces deux séries-là contre Granby et Shawinigan, c'était nos gardiens de but. Jimmy Waite était dans un but contre Granby, puis il n'y a rien qui rentrait. Puis Denis Desbiens, il gaulait sur sa tête contre Shawinigan. Donc, ça a été vraiment, ça a été vraiment la différence. Granby et Shawinigan n'avaient pas les gardiens de but que nous, on avait. Ça a été bon pour nous. Hey, Marc, tu as fait allusion un peu à Gaston, puis je sais que tu as suivi ses conseils. Je vais t'en parler un peu plus tard. Gilbert, je vais te parler aussi du début de ta carrière professionnelle, mais il y a une affaire que je retiens, puis je l'avais dans la gang de sujets. Marc vient de dire, Patrice, une soirée de 6 buts, une soirée de 4 points, un but en 3e prolongation. Mais il y a une soirée mémorable aussi où il a fallu que tu ramènes ton entraîneur à l'ordre. Tu en avais marqué 7. Tu as marqué 7 buts d'une game. 7 buts, oui. 7 buts. C'était contre Granby encore. C'était mon équipe de prédilection, on dirait, parce que j'ai marqué plusieurs buts contre eux. Puis, c'était un soir de novembre, le 16 novembre en 86. Et puis, là, après le 7e but, les gens sont debout, puis applaudissent, puis tout le monde est content, là, tu sais. Là, Gaston, il vient me voir en arrière, il dit « Hey, félicitations, Pat, pour ton tour du chapeau. » Alors, je me retourne, Gaston, c'est mon J'en ai 2! C'est ça. J'en ai 2, ton chapeau, ça fait 7 que je score. C'est ça. C'est bon, c'est correct. Il pensait à l'équipe, Gaston, c'est correct. Ah, c'est sûr, exactement. Peu importe qui scorait, de voir qu'on en avait plus au bout de la ligne, c'était correct. Patrice, toi, tu as continué après ça dans les rangs universitaires. Les deux gars de l'autre bord de l'écran, eux autres, ont fait des carrières professionnelles. Marc, ça a été rocambolesque, mais Gilbert, tu en as parlé tantôt. Tu es arrivé à ton année de 16 ans, 17-18 ans, plus de 100 points pour un défenseur. Puis là, c'est
C'était-tu ta forme physique, ta confiance, ou tu avais déjà dit puis décidé, puis avec raison, qu'à 19 ans, ben, c'était le temps de faire le saut chez les professionnels, puis c'est exactement ce qui est arrivé. Tu as amorcé ta carrière là. Ça a été tout un tremplin quand même, tes années 17 puis 18 ans, avec plus de 100 points comme défenseur. Oui, il ne faut pas oublier, Marc, aussi, à 17-18 ans, là, que je jouais avec les Carbonneaux, Gilles Lamel et tout ça, puis le club, on a marqué plus de 400 buts dans une saison. Fait que, si tu joues un petit peu sur le jeu de puissance, tu passes 25 minutes sur la glace comme joueur de défense, tu vas ramasser des points à gauche et à droite parce que les clubs qui marquent 400 buts puis 425 buts, à cette heure, c'est rare. Là, ça arrivait dans ces années-là. Il n'y en a plus. Mais ça arrive plus, c'est ça exactement. Puis c'était un petit peu la même chose ma dernière année junior. On n'a peut-être pas marqué autant de buts, mais on en a marqué pas mal aussi. Puis c'était plus offensif. J'avais... Je me lançais peut-être un petit peu plus en attaque. J'étais utilisé sur l'avantage numérique et tout ça. Fait que, j'en profitais. Je ramassais des points, des lancers déviés, des passes sur les buts des Normands éveillés de ce monde et tout ça. Fait que, écoute, on était là. Faut être là quand le train passe, je suppose. Puis, écoute, c'est des bonnes années, c'est le fun. C'est sûr que quand tu arrives professionnel, tu t'ajustes un petit peu. C'est dur de dire à Larry Robinson quand tu arrives à 18 ans à Montréal, hey, Larry, tasse-toi, c'est moi qui vais jouer sur le powerplay. Faut prendre mon siège, je vais prendre mon tour, là, puis je vais attendre mon tour. Mais écoute, dans le junior, c'était ça. On était offensif, on était défensif aussi. Puis j'étais un gars, j'ai toujours aimé frapper. J'étais un gars qui était physique tout le temps. J'aimais beaucoup le contact. Puis ça n'a pas changé par après non plus. Ça m'a suivi dans ma carrière professionnelle aussi. Hey Marc, le début de ta carrière professionnelle, tu en as parlé un peu tantôt. Tu es revenu à 20 ans. Gilbert était quand même un haut choix au repêchage. C'était différent pour toi. Le camp à Buffalo. Mais avant d'être le joueur professionnel que tout le Québec a connu, en marquant 20 buts avec les Nordiques, tu as passé proche de porter le bleu, blanc, rouge. Puis c'est un peu les conseils de Gaston. Fait que quand je te dis que tu étais dans le milieu de la guerre des brasseries, ça te tente-tu de nous le raconter un peu? Ben oui, c'est sûr. Écoute, moi, dans le fond, à 19 ans, j'ai l'invitation pour aller au Camp des Sables. Alors, je vais là. Je décide de revenir à Chicoutimi. Alors, je suis comme agent libre. Hein? Comme 20 ans, tu n'as plus besoin de passer par le repêchage pour signer une entente professionnelle. Mais c'est exceptionnel que j'ai eu. On arrive après les fêtes. Alors, il y a des équipes qui commencent à montrer de l'intérêt, dont 4 équipes. Le Canadien, les Nordiques, les Sabres de Buffalo et les Penguins de Pittsburgh. Alors moi, comme Québécois, puis moi, je suis un gars, je viens de l'Estrie, Windsor en Estrie. Tu es élevé en étant un Canadien dans l'âme et tout. Alors, j'arrive là, puis le Canadien est intéressé. C'est par l'entremise d'André Boudria, qui, je pense, à l'époque, est dépisteur-chef pour le Canadien. André parle avec la direction. Ils veulent m'offrir un contrat et tout. Alors, moi, je suis... très, très, très honoré de pouvoir faire partie de la famille du Canadien. Alors, je dis ça à Gaston parce que moi, j'ai pas d'agent. Je connais rien là-dedans. Gaston a des contacts, connaît surtout les gars de Québec, Maurice Fillon, Marius Fortier, Martin Madden et compagnie. Alors, moi, je décide que c'est correct. Je veux signer avec le... On va jouer à Montréal la semaine d'après. On jouait contre Verdun, je crois, le vendredi. Alors, André Boudria dit, quand vous arrivez à Verdun, on va ensemble, on prend le temps d'aller au restaurant, on va prendre un café, on signe le contrat et puis tu fais partie du Canadien. Alors, moi, je suis content. J'ai dit parfait. On mijote ça puis ça fait mon affaire. Alors, entre-temps, j'ai dit à Gaston, Caroline, j'ai l'offre du Canadien, je m'en vais avec le Canadien. Fait que là, Gaston, il dit attends un peu. Fait que là, lui, il parle aux Nordiques pendant ce temps-là. Puis là, les Nordiques disent crime, nous autres aussi, on est intéressés. Il dit à Marc, on aimerait ça qu'il signe avec nous. Alors là, Gaston m'en revient, puis il dit là, écoute, il dit, les Nordiques ils veulent te faire un offre aussi, Marc. Il dit, tu peux pas passer à côté de cette opportunité-là. Parce que Canadien, il n'y aura pas de place. Il y a trop de talent, il y a trop de joueurs de centre. Il venait de connaître des super saisons. Alors que avec les Nordiques, il va y avoir plus de place, d'opportunités d'atteindre la Ligue nationale. Mais moi, tout ce que Gaston me dit, je ne l'entends pas, là. Parce que moi, dans ma tête, c'est le Canadien. Alors, à un moment donné, j'ai dit à Gaston, j'ai dit, j'aimerais ça, puis j'apprécie ce que tu me dis là, mais je suis pas capable. Je suis pas capable de signer avec les Nordiques. Le Canadien m'offre l'opportunité. Je suis un gars qui a grandi en étant un Canadien, alors je m'en vais avec le Canadien. Et puis, ça, c'était à la fin de la semaine. On jouait la fin de semaine. Et puis, Gaston, il était 2 jours, 3 jours sans me parler. Il me faisait la baboune. Ah ouais? Il me faisait la baboune.
Fait que là, il m'avait dit, Marc, prends vraiment le C. Il dit, regarde, on peut pas, pense à ta carrière. Lui, il avait parlé avec Pierre Lacroix, qui était un de ses amis aussi. Il a dit à Pierre, essaie de m'aider, de monter une proposition de contrat avec les Nordiques. Pierre, il avait dit, moi, je prends plus de clients. À l'époque, Pierre prenait 30 clients, c'était 30 Québécois. Il était plein. Il a dit à Gaston, je pars, mais je vais t'aider dans le processus. Je vais te dire, comme si j'étais son agent, qu'est-ce que vous devriez faire et tout. Anyway. Fait que là, les Nordiques sont arrivés avec une offre. Puis, finalement, j'avais réfléchi vraiment à la situation. Puis, le mardi, j'ai dit aux Nordiques, j'ai dit, parfait. J'ai dit, j'accepte votre offre. J'ai dit, il dit, parfait. Il dit, tu montes demain à Québec. Puis, il dit, on règle ça au fameux restaurant Le Paddock, là, qui était à l'hippodrome de Québec, à côté du Colisée. On allait dîner là. C'est là qu'on mangeait aussi quand on fait. Ouais, on arrêtait à manger là. Hein. Alors là, il fallait que je rappelle André Boudria, là. Fait que là, je rappelle M. Boudria, j'ai dit, M. Boudria, c'est Marc Fortier. Marc, comment ça va? Parfait. Tu veux qu'on sédule ça pour vendredi? À quelle heure vous arrivez? On règle ça. Il dit, M. Boudria, j'ai dit, là, il faut que je vous annonce. J'ai dit que malheureusement, j'ai pris une décision et puis je ne signerai pas avec le Canadien finalement. Il dit, hein, comment ça? Ah, j'ai dit, j'ai eu d'autres, puis j'ai réfléchi à ma situation, puis j'ai dit finalement, je vais accepter une autre offre. Il dit, ah ouais, il dit, avec qui? J'ai dit, je m'en vais avec les Nordiques. Fait que là, ça a été quand même assez sec. C'était assez sec. Il était pas très content. Il dit, voyons donc, Marc, on s'était parlé de ça, je sais bien, je sais pas quoi vous dire, mais c'est beau. Je suis un gars j'ai 20 ans, je veux atteindre la Ligue nationale, je pense que mon chemin... En tout cas, il était tellement fâché qu'il avait fini en me recrachant au nez. Alors, puis finalement, le lendemain, je montais avec Népé. On montait à Québec au paddock avec justement Martin Madden, Maurice Fillon et Marius, et je signais mon contrat. Et puis, je sais pas si Pat se souvient, mais en revenant, les gars m'avaient tout préparé dans le vestiaire du tape. Là, ils avaient tout signé leur nom. Félicitations, Marc, à ma place dans la chambre. Et puis, tout le monde, ça avait été une belle fête pour toute l'équipe. Puis, les gars étaient vraiment contents de ce qui m'arrivait. Là. Tu te souviens-tu de ça, Pat? Je me souviens pas de la carte, mais je me souviens que, je veux dire, il méritait parce qu'il nous avait traîné. Il avait traîné l'équipe pendant toute cette saison-là. Puis, il y avait une influence positive sur tout le monde. Donc, c'était pleinement mérité. Faut croire que tu t'étais pas trompé, Marc, parce qu'à l'époque, Marc. Qui coachait les Nordiques à l'époque? Qui coachait les Nordiques à l'époque? Moi, là, dans le fond, là, moi, j'étais comme... mon passage avec les Nordiques, c'était... tu sais, dans le temps, à l'école, on changeait de professeur tous les 6 mois, là, parce qu'on n'était pas endurant. Ah, ça tue, c'était Dave Chambers. Moi, ma carrière, là, moi, je suis passé de André Savard à Ron Lapointe, à Jean Perron, à Michel Bergeron, à Dave Chambers et à Pierre Pagé. Ça, c'est la première année. La deuxième... ouais, c'est ça. Ah oui, la première année. Hey, mais tu t'étais pas trompé dans ton choix parce qu'à 22 ans, 2 ans plus tard, tu marquais 20 buts dans la Ligue nationale pour les Nordiques. Fait que c'était correct. Je pense que ton choix était quand même assez judicieux, Marc. Tu as parlé de ces saisons-là, de cette saison-là où vous avez transporté, qui était une influence positive, Pat, mais c'est-tu lui aussi qui t'a influencé puis qui t'a aidé à devenir le joueur étudiant en 1986-87 de la Ligue junior majeure du Québec? Je pense qu'au niveau de la glace, c'était parfait. Au niveau des études, je suis pas sûr. non, mais Marc fréquentait le cégep. Je me souviens, Marc fréquentait le cégep aussi à ce moment-là. Moi, le cégep, les 8 plus belles années de ma vie. T'allais au cégep manger ton lunch, hein? mais une anecdote là-dessus, c'est vrai, moi, ma première saison avec les Saguenayens, j'habitais en pension avec Marc Bergevin. Alors, on était ensemble, puis honnêtement, il n'y a pas grand gars qui allait à l'école, là. J'y allais, puis j'ai quand même tout fait mon cégep, puis je me souviens, on arrivait de sa route, on jouait un mercredi à Verdun. Tu reviens dans le parc, c'est la tempête dans le parc. On arrive à 5 h du matin. J'ai des cours de 8 à 11, de 1 h à 3 h, puis on pratiquait de 4 h à 6 h. Alors, tu es dans ton lit, puis notre chambre où on dormait, la chambre, moi puis Marc, c'était vraiment c'était petit. Là. Il y avait de la place pour nos 2 lits à peine. Puis là, je me souviens, je mettais mon cadran, mais là, je repartais. Là, Marc, il donnait un coup de pied sur mon lit. « Hey, le kid, lève-toi, va-t'en à l'école. »
Fait que là, je me levais, puis je suis allé, puis je suis fier de ça. J'ai complété mes études collégiales, et puis mais il n'y avait pas sport-études qui existait à ce moment-là, alors c'est pour ça que c'était doublement satisfaisant. Mais la façon qu'il y avait de sport-études, ça a été à ma première année, quand moi je suis arrivé. Donc, toi, tu avais déjà commencé le cégep, mais il y avait au lieu de faire 9 blocs de 5 heures pour faire tes 45 heures d'une session, au lieu de l'avoir échelonné sur la session au complet, c'était en bloc de 9 semaines ou de 5 semaines. On faisait seulement se concentrer sur la bio pendant 5 semaines. Donc, on avait juste à penser à un sujet, puis après, on tombait un autre 5 semaines avec l'autre sujet. Donc, je pense que cette façon-là, c'était un peu mieux que d'étirer toute la bio pendant 15 semaines de temps. Je veux dire, nous autres, on était sur la route beaucoup, puis c'était pas évident. Il fallait être vraiment discipliné pour pouvoir finir puis continuer les études dans un délai raisonnable. Tu sais. Hein? Mais tu sais, Patrice, je t'en parle, puis tu levais ton chapeau tantôt à Gilbert et à Marc avec raison. Puis moi, je vais te le lever aussi parce que des gars comme Gilbert Paiement puis toi, vous avez été nos modèles. Puis moi qui ai été joueur étudiant par la suite, puis encore aujourd'hui chez les SAG, ça arrive quand même assez souvent. Puis maintenant, c'est répandu. Là. La plupart des équipes de la Ligue majeure du Québec, c'est pas parfait, mais ça a vraiment changé. Puis ça prenait des gars comme vous autres quand même qui l'ont fait parce que, tu sais, on fait des faces avec ça. Tu es encore dans le monde de l'éducation aujourd'hui puis de l'enseignement. Puis, tu sais, il est là ton nom sur le trophée Marcel Robert. Fait en tout cas, je voulais le souligner parce que pour moi, c'est important. Quand je vois ça, je peux pas passer à côté. Puis Gilbert Paiement et toi, vous avez été un peu les deux pionniers du côté des Sags, en tout cas. Vous avez été les premiers à poser votre nom sur ce trophée-là. Une chose que je suis assez fier aussi, j'ai complété 4 cours universitaires à ma dernière année à l'Université de Chicoutimi. Donc, c'était vraiment jongler, là, être capable de jongler, tout ça. Là, je comprends. Puis là, je pense qu'ils ont les outils un peu... c'est un peu mieux de ce côté-là. Maintenant, les joueurs là, sont mieux encadrés encore que nous autres, on l'était. Donc, non, c'est super. Je veux dire que le coffre d'outils, Pat, là, en 78, le coffre d'outils que tu avais dans Simonac, on n'avait pas gros d'outils en 78. C'était Ah ouais, c'est sûr. Ah non, on avait zéro encadrement. Ça prenait beaucoup, beaucoup de discipline. Les voyages, c'était la même affaire et tout ça. Là, on n'avait pas le choix. 3 heures du matin, 4 heures du matin, puis à Polyvalente, Dominique Racine, le lendemain, là, c'était pas toujours évident. Ah non, c'était pas évident, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Ouais. Hey, Gilbert, on a parlé beaucoup des bons moments, puis il y a quand même des moments qui ont été marquants. Puis c'est sûr qu'on ne parlera pas beaucoup du négatif, mais tu as vécu l'accident d'autobus. Comment tu as vécu ça, toi, du point de vue, d'un point de vue personnel, dans ces années-là? Parce qu'on a parlé tantôt, Marc en a parlé, les tempêtes de neige. Moi, chauffeur d'autobus sous Itloo, dans les tempêtes de neige, on n'est pas en confiance, mais on sait que les drames arrivent. Puis moi, ça fait partie de l'histoire des 50 ans des Sags. Puis toi, tu l'as vécu. Comment tu as vécu ces moments-là? Absolument. C'était un dimanche, c'était un dimanche à lundi dans la nuit. Là, on s'en revenait de Verdun. On avait joué à Verdun. Puis c'était au mois d'octobre, Marc. C'était pas dans l'hiver. C'était pas une tempête de neige, mais il y avait plu. Puis ça avait peut-être un petit peu gelé là, sur la route. Puis écoute, on arrivait presque à la Terrière. On n'était pas tellement loin de la Terrière. On était prêts. Puis c'est en descendant une côte en tournant. C'est un camion, c'est une remorque qui s'emmenait comme face à nous qui a dérapé. Puis notre chauffeur d'autobus, Raymond, dans le temps, je ne sais pas s'il est encore vivant, là, Raymond, il n'avait pas le choix. Écoute, le camion prenait la route au complet, puis il l'a frappé complètement de côté. Puis je peux te dire que les gars dormaient dans l'autobus en arrière, tout le monde dormait. À 4 heures du matin, et tout ça, ça réveille mal en tabarouette. Puis là, il y a beaucoup de joueurs qui ont été blessés, parce que, veux pas, là, tu revoles sur le banc, puis là, tu vas dire, comme on dit en bon français, tu te pètes la gueule sur le banc en avant, puis il y en avait qui étaient couchés par terre, il y en avait qui étaient couchés comme en arrière des dossiers, les derniers bancs en arrière de l'autobus, ils ont volé en avant. C'était pas évident. Puis notre coach, Orval Tessier, a été comme... il n'a pas été paralysé, mais presque, là. Puis il a manqué 2-3 semaines au moins d'activité. On a manqué une semaine complète d'activité, là, même, je pense, 10 jours d'activité. Là, les matchs ont été remis. Je me rappelle, le premier match qu'on a joué, c'était chez nous contre le Junior de Montréal. Puis écoute, je ne sais pas pourquoi, on avait joué tout un match, on les avait plantés, je pense, 10-2, puis ça avait bien été. Mais le vrai test était la semaine suivante. On s'est dirigé sur la route, on s'en allait à Gatineau, à Hull, les Olympiques de Hull dans le temps. Je veux dire, Marc, en revenant dans l'autobus, là, après la game, là,
il n'y a pas un joueur qui dormait dans l'autobus. Les gars, ils ont gardé les yeux ouverts tout le long, jusqu'à Chicoutimi. On était trop nerveux. On se rappelait ce qui s'était passé et tout ça. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés graves, comme ça a été le cas des Castors de Sherbrooke dans le milieu des années 70. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Il y a eu des gars blessés, oui. On a manqué du temps. Mais écoute, ça a été une mauvaise expérience. On se rappelle toujours de ça. Si tu parles des gars qui étaient dans l'autobus à l'époque, Guy Carbonneau était là, Yvan Charbonneau était notre gardien de but. Écoute, c'était pas Chris Langevin qui a joué pour Buffalo un petit peu plus tard, était là aussi. Gilles Rochon, tous des gars qui ont joué avec moi 2 ans ou 2 ou 3 ans. On se rappelle toujours de ça quand on se rencontre. Puis, t'oublies pas ça, ces choses-là. Ça aurait pu être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave. Heureusement, là, on avait peut-être une bonne étoile qui veillait sur nous, puis tout le monde était correct. J'aimerais ça faire un tour de table avant de terminer, puis peut-être vous questionner sur les moments les plus marquants de votre carrière avec les Sags. Ça peut être humoristique, ça peut être quelque chose qui est resté avec vous. Moi, je dis souvent que faire partie des Sags, ça a façonné la personne que je suis devenu pour plusieurs raisons. Pour les histoires à 4 heures du matin, mais pour les bons moments aussi, puis les amis qui sont restés à vie. Vous avez des perspectives qui sont un peu tous différentes. Choix tardif au repêchage, un gars de la place, des gars de Montréal. Bref, moi, je pense que vous avez 3 profils qui sont différents. Fait que peut-être les moments les plus marquants là, avant de terminer ou une dernière histoire. Marc, c'est sûrement pas ton premier match hors concours où il y a eu 2 batailles générales. Là. C'est pas ça qui t'a resté en tête tout le temps. Tu te souviens-tu de celle-là aussi? Ou? Oui. Ça en était une bonne. Là, à Shawinigan, on joue, mais c'était au mois d'août, hein, et puis avec la chaleur à l'extérieur, puis dans l'aréna à Shawi, c'était brumeux toujours, alors il fallait toujours arrêter. Premièrement, dans le réchauffement, René Lécuyer, je me souviendrai de temps, il était blessé une jambe, il était sur le bord de la bande, sur la ligne rouge, puis il écœurait les joueurs adverses pendant le warm-up. Tu avais Jean Massé, qui était Jean Hood, qui était un gros joueur, puis là, il arrive à côté, fait que là, il s'écœure. La bagarre à pogne, bagarre générale. Fait que là, il nous sépare, fait que là, on s'en va dans la chambre, puis là, moi, c'est pas vie, là. Alors, on shake un peu, mais là, la game commence, puis là, il y a de la brume. Fait que là, il faut arrêter, puis patiner pour faire partie de la brume avant de recommencer. Mais en patinant, ça commence à s'écœurer encore. Deuxième bagarre générale. Alors, tu cherches le plus petit dans la gang, puis là, tu t'accroches, puis là, ça se bon. Il n'y avait pas de baby en arrière du banc. Fait que, en sortant, il y a des joueurs, dont notre gardien André Lapensée, une couple de gars, montent dans les estrades, se battent avec les spectateurs. Moi et Jean-Marc Richard, on est dans la chambre, quasiment couché en dessous du banc, en grelottant, puis en ayant peur, puis en savant plus qu'est-ce qui se passe. Fait que là, les gars, les vétérans, ils disent « Yes, les boys, c'est comme ça se passe dans le junior majeur. Vous allez voir les kids, c'est comme ça. » Hey, là, moi, je me dis « Non, c'est pas vrai que ça va être comme ça toujours. » J'ai dit « Moi, je pense que j'ai plus le goût de m'en aller que de continuer. » Alors, ça avait été un bon test sur ma personne, je vais comme ça le premier match à vie. Ouais, je suis sûr que tu t'en rappelles, mais je vais donner le temps d'y repenser, par exemple, pour un moment marquant. Peut-être que c'est pas celui-là que tu aurais choisi. Écoute, Patrice, je vais commencer avec toi. Tu l'as dit, un gars de, mon moment marquant, c'était quoi? Je veux dire, mon moment marquant, je l'ai réalisé plus tard quand je jouais universitaire, quand j'ai joué en Europe, c'était d'avoir la chance, en tant que natif de Jonquière, de jouer devant mes parents et devant mes amis à tous les soirs. Tous les matchs locaux, j'avais toute ma gang qui était là tout le temps. Puis, c'est plus tard que j'ai réalisé, waouh, j'étais vraiment chanceux là, de pouvoir jouer devant mon monde à chaque jour, à chaque match. Donc, ça a été quelque chose que je me rappelle. Gilbert? Écoute, moi, Chicoutimi, Marc, je considère Chicoutimi comme ma ville d'adoption. J'ai adoré mon séjour à Chicoutimi. Puis, tu sais, c'est pas... les gens de Chicoutimi, les gens du Saguenay, t'arrives là, puis tu les connais pas, puis 5 minutes après, c'est comme si c'était tes grands chums. Puis, écoute, ça a été extraordinaire. Ma famille d'accueil là-bas, monsieur, madame Bossé, Claudette, Jean-Guy Bossé, il y avait 3 enfants, Chantal, Mario, puis Steve. Il y avait un gros chien blanc, Esquimau. J'ai resté là pendant 3 ans. C'était merveilleux. C'était le fun. Ça a été... les Saguenayens, ton club de hockey, quand tu joues junior, c'est ta famille. Tu es là tous les jours, tu pratiques à tous les jours, tu voyages avec les gars, tu vas à l'école avec les gars et tout ça. Tu as des histoires. Puis,
Écoute, il n'y a rien, Marc, que j'ai pas aimé de mon séjour à Chicoutimi. Ça a été extraordinaire. Puis j'adore retourner à Chicoutimi. D'ailleurs, on va y retourner bientôt là, à Chicoutimi. Puis j'ai bien hâte de voir les boys, puis de rencontrer les partisans, puis jaser avec eux d'autres. Là, ça va être le fun. Marc, ton moment marquant. Écoute, c'est sûr que je rejoins un petit peu Gilbert de ce côté-là. Tu sais, c'est sûr, côté hockey, oui, nos 2 finales qu'on est allé, mon championnat des marqueurs, les 3, on a vécu le moment de retraite de notre chandail. C'est des moments inoubliables. Mais effectivement, le sentiment d'appartenance pour la région, comment les Saguenay-Chicoutimi, c'est une grande famille. Moi, j'ai eu la chance, après ma carrière, d'avoir, comme toi, Marc, un tournoi de golf. Dans le fond, on a eu 10 ans de temps le tournoi Carbonneau-Tremblay. Ensuite de ça, j'ai fait 10 ans avec Félix Potvin. On a fait un 10 ans là du tournoi de golf. Marc est embarqué et puis dure rencontre depuis ce temps-là. Alors, il y a une longévité, il y a une fidélité des partisans envers les joueurs qui sont passés là. Ils nous le rendent tellement bien. Quand on retourne au Saguenay, quand on retourne à Chicoutimi, c'est comme si on retournait à la maison. Les gens nous reconnaissent encore, les gens nous apprécient, les gens nous parlent beaux moments-là qu'ils ont vécu. Et puis, je pense que ça, c'est la plus belle richesse qu'on peut avoir. C'est qu'au-delà du hockey, on est rentré là, on était des enfants, on était des ados, on est ressortis de là, on était des hommes, on était des étudiants, on était des joueurs de hockey professionnel. Ça a eu un impact incroyable sur le reste de notre vie jusqu'à aujourd'hui. Et puis ça, bon, on peut pas passer à côté de ces années-là avec les Saguenay. Bien, écoutez, non seulement je joins ma voix à vous autres, parce que comme vous autres, ma carrière, moi, je l'ai passée entièrement aussi avec les Sags, puis vous savez à quel point c'est important, mais je veux aussi, parce que j'ai peut-être le privilège d'être un petit peu plus jeune que vous autres, mais je veux aussi me faire porte-parole pour dire que les Saguenayens ont été chanceux de compter sur des gens comme vous autres. Puis il y en a d'autres. Il n'y a pas juste vous autres, mais vous avez été des athlètes, des représentants exemplaires de cette organisation-là. Puis c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est une famille, Marc. C'est parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement des bonnes personnes. Il y en a tellement des bons Jacks qui sont passés par là. Puis je veux vous remercier. Je veux vous remercier pour votre temps aujourd'hui. Gilbert Delorme, Patrice Tremblay, Marc Fortier. Merci beaucoup. Puis à vous autres, ben, on se dit à la prochaine décennie. Salut tout le monde. Merci à toi. Merci.